Merci à toutes et à toutes d'être là pour cette deuxième nocturne de l'automne. On a le plaisir ce soir de recevoir l'autrice Toufat Moutaré et monsieur Dominique Janvray qui vont pouvoir discuter notamment autour de l'ouvrage Le Feu du Milieu. Voilà, merci Dominique. Si vous l'avez lu, vous aurez des informations complémentaires. Si vous ne l'avez pas encore lu, ça va vous permettre d'avoir envie de le lire. Sachez que du coup, après ce petit temps d'échange entre nos deux intervenants, on aura un temps de discussion. Si vous avez des questionnements, des choses à dire, des remarques, n'hésitez pas, ce sera le moment. Et à la fin, du coup, on aura un petit temps de dédicace si vous souhaitez faire dédicacer votre ouvrage si vous l'avez ou l'acheter parce qu'on l'a dans notre librairie. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, ça nous fait très plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne conférence. Merci beaucoup d'être là. Donc moi je suis Dominique Janvray, j'anime une émission de radio qui s'appelle l'émission du fictionnaire sur Radio Campus Orléans, qui existe depuis 2004 et c'est à ce titre donc que j'ai été invité par le FRAC pour animer cette rencontre avec Toufat Moutaré pour votre nouveau livre qui s'appelle Le Feu du Milieu, qui a donc été édité à la rentrée littéraire de septembre. Et cet éditeur s'appelle Le Bruit du Monde. C'est une jeune maison d'édition et rien que le nom déjà nous emporte, Le Bruit du Monde, et on comprend pourquoi vous avez été édité dans cette maison d'édition. Toufat Moutaré, vous êtes né aux îles Comores. On parlera un petit peu, on présentera un peu les îles Comores parce qu'on ne connaît peut-être pas très bien. Enfin, moi, maintenant qu'il y a eu la fiche Wikipédia, j'en connais un petit peu plus, mais voilà, il faudra présenter un peu où c'est situé entre Madagascar et le Mozambique, donc le sud de l'Afrique, du côté est. Vous aviez écrit en 2011 Âme suspendue, c'était des nouvelles, et vous aviez édité en 2018 Vers cru, c'était plutôt de la poésie. Et donc ceci est votre premier long roman, en tout cas le premier qui est publié, et c'est donc de ce livre-là que nous allons parler. Dire que vous êtes donc né sur une des 4 îles des Comores, que les Comores sont composées de 4 îles, donc une qu'on connaît particulièrement puisque c'est un département français, c'est Mayotte, et 3 autres îles qui ont obtenu leur indépendance en 1975. Que vous avez passé votre enfance en Afrique australe, plutôt au Burundi, au Mali, au Congo-Brazzaville, et que pour vos années collège, ça sonne bien années collège, vos années collège et vos années lycée, vous étiez aux Comores, et ensuite vous avez effectué vos études supérieures en France, et vous résidez en France tout en retournant souvent aux Comores et en ayant toujours un grand coup d'œil vis-à-vis des Comores. C'est important les Comores puisque c'est aux Comores que ce roman se passe. Et donc c'est vraiment imprégné de culture, de mythes, légendes comoriennes. J'aimerais que nous parlions du lieu où se passe votre roman. Ça se passe dans la cité d'Itsandra, où il y a le bois d'Amad. Mais parlez-nous d'abord de cette cité d'Itsandra, puisque si on googleise Itsandra, on comprend que c'est une petite ville de 3500 habitants qui existe et qui est située dans les Grandes Comores, donc c'est une des îles principales des Comores. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, tout est exact. Tout est exact. Et donc la ville d'Itsandra, qui est la ville de mon père, c'est la ville de naissance de mon père, est une ville qui a une histoire particulière parce que la population de la ville d'Itsandra, qui est une toute petite ville, mais quand on y est né, on a l'impression qu'elle est immense, en fait. Et puis quand on arrive en France, dans les grandes métropoles, on est complètement perdu et on se dit quoi, mais il existe quelque chose d'encore plus grand que ce que j'ai connu là-bas. Enfin, c'est très drôle comme effet. Et donc la ville d'Itsandra, c'est un peu un mélange entre des populations venues d'Afrique. On ne sait pas exactement comment elles sont venues. Il y a des légendes qui expliquent que, par exemple, une jeune femme est arrivée en quête de fertilité. Elle est partie du Kenya ou du Mozambique. Elle naviguait un peu à vue sur un navire commerçant, puis elle est arrivée. Et elle a découvert cet endroit, puis elle a décidé de s'y installer parce qu'elle trouvait que c'était très joli. Et elle y a rencontré un homme, un descendant du prophète de l'islam, et ils sont tombés amoureux, elle l'a épousé, ils ont eu plusieurs enfants. En général, c'est le mythe un peu qu'on donne pour expliquer l'origine du peuplement de certaines villes aux Comores. Et puis quand on creuse un petit peu, on se rend compte que non, en fait, c'est pas une femme qui a décidé de partir du Mozambique, c'est une femme qu'on a été chercher peut-être,
qu'on a ramené comme main d'œuvre peut-être, et puis qu'on a amené, qu'on a un peu utilisé comme faiseuse d'enfants, on va dire, peupleuse de villes. Voilà, donc parfois ça tourne un peu comme ça. Et donc la ville d'Itandra, c'est un petit peu peuplée peut-être comme ça. Il y a des histoires comme ça qu'on raconte, que l'on me racontait petite, et qui comportaient ces aspects-là. C'est une ville que j'aime quand même beaucoup, parce qu'on y rencontre à la fois un héritage africain, même s'il est un peu caché. On a un peu un héritage des légendes, des mythes africains, et en même temps, on y rencontre la religion musulmane, la civilisation arabe. C'est une ville qui porte un deuxième nom, et le deuxième nom, il signifie la ville arabe par excellence. Donc c'est pour donner un peu le ton, ça donne le ton un peu de comment on se perçoit quand on vient d'une ville comme celle-là, et comment on a envie d'être perçu aussi comme étant des gens, une société plutôt civilisée, parce que correspondant à la population à l'époque dominante. Voilà. Vous avez parlé du Mozambique. Donc le Mozambique, c'est ce pays qui est donc toute cette côte est africaine, donc juste au-dessus de l'Afrique du Sud. C'est un grand pays, et qui n'est pas très loin des Comores. Il y a quelques centaines de kilomètres, oui, en fait. Et les Comores, c'est entre le Mozambique, donc le continent africain, et Madagascar. Oui, les Comores sont vraiment il y a ce qu'on appelle le canal du Mozambique, donc le petit bras de mer qui sépare l'Afrique de Madagascar, et les Comores sont vraiment plantés à l'intérieur. Et c'est drôle parce que parfois sur certains planisphères, certains globes, on ne les voit pas. En fait, c'est des tout petits points. Et petite, je m'amusais à mettre les points, à dire alors ça, c'est mon île, c'est les îles voisines, etc. Et puis parfois, on voyait juste Mayotte, et donc à partir de Mayotte, on pouvait se repérer et mettre les autres îles. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans le canal, oui, du Mozambique. Vous nous avez parlé de cette population venue du Mozambique, première population des îles, puis est venue la religion musulmane. Quand est-ce qu'elle est arrivée sur l'île ? Parce que cette religion imprègne complètement le livre, en fait. Le livre est pétri de l'islam. Oui, alors la population est venue supposément du Mozambique parce que c'est à côté, donc on pense que c'est une population, une première arrivée, une première vague qui est arrivée du Mozambique. Mais en cherchant plus loin, en cherchant un peu dans les manuels, et puis moi, ayant voyagé dans des pays d'Afrique australe, je retrouve aussi certains repères avec lesquels j'ai pu grandir. Et donc j'y retrouve parfois des origines qui viennent d'aussi loin que le Botswana, qui viennent d'aussi loin que le Burundi, le Rwanda. Enfin, j'avais eu une discussion très passionnante avec un employé de l'ambassade du Rwanda, justement, sur certains mots. Il me disait, mais oui, mais je te dis que je suis ton grand-oncle ou ton grand-père, ou j'en sais rien, mais il y a des mots chez toi qui ressemblent à des mots de chez moi. Donc ça, c'est très passionnant aussi. Ça permet de sortir un peu de la peine de ne pas connaître son véritable ancrage, et ça permet de se redécouvrir un peu à travers les autres. Donc oui, c'est vrai que y a plusieurs origines comme ça africaines. Et l'islam est arrivé très tôt, puisqu'il est arrivé vers le 7e siècle, selon les recherches récentes. Donc ça fait vraiment très longtemps que c'est apparu, que c'est arrivé sur ces îles. Il y a même une légende selon laquelle ce sont 2 hommes comoriens qui auraient décidé de quitter l'île sur laquelle je suis née. On a même le nom de la ville dont ils sont venus. Et ils seraient partis vers la Mecque parce qu'ils auraient appris qu'il y avait une nouvelle religion, qu'il y a quelqu'un qui prêchait une nouvelle religion. Et donc, ils ont décidé de prendre le bateau, comme ça, de partir à l'aventure, de partir à sa rencontre. Et quand ils sont arrivés, il était déjà mort, parce qu'à l'époque, les voyages étant ce qu'ils étaient, ça prenait énormément de temps. Et quand ils y sont arrivés, qu'ils ont constaté qu'il était mort, ils auraient appris la religion d'un de ses compagnons. Je crois que c'était... alors, comment il s'appelle ? Je crois que c'était Osman, son compagnon. Donc, quand ils sont... Enfin, celui dont l'Empire ottoman porte le nom. Et donc, quand ils l'ont rencontré, il leur aurait enseigné la religion, puis ils seraient revenus vers les Comores pour prêcher la nouvelle religion. Donc, c'est vraiment très tôt. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? La question se pose. J'ai décidé, moi, de ne pas la résoudre, on va dire, et de plutôt m'en servir comme point d'ancrage pour imaginer des histoires, pour inventer d'autres choses.
C'est l'avantage du roman, c'est l'avantage de la fiction, de ne pas chercher ce qui est exact et de pouvoir inventer avec les contes et légendes. C'est ce que vous faites dans ce roman-là. Donc, dans cette cité dite Sandra, il y a un groupe de jeunes filles. Le début de l'histoire, elles ont plutôt 11 ans, et c'est l'une d'elles qui va être l'héroïne. Et j'aimerais que vous nous la présentiez, Gaillard étant son surnom. On ne va pas dévoiler tout de suite pourquoi elle s'appelle ainsi, on va le découvrir petit à petit. Parlez-nous un peu de ce groupe de jeunes filles, ce qu'elles font à leur âge. Le bois d'Amad a une grande importance, et aussi ce qu'on leur enseigne. Alors peut-être, pourquoi un groupe de jeunes filles déjà? Pourquoi un groupe de jeunes filles qui sortent un peu de l'enfance, qui entrent dans l'adolescence, mais pas complètement? Parce que j'ai grandi, enfin je me suis inspirée aussi d'un univers dans lequel j'ai un petit peu grandi et que j'ai observé et que j'ai regretté de ne pas avoir fréquenté beaucoup plus assidûment puisque j'étais à l'étranger. Mais quand je suis retournée aux Comores, j'ai eu à entrer dans une école coranique. Et en fait, dans l'école coranique, on vous désigne, on vous assigne des tâches. On vous dit, par exemple, tous les jeudis, c'est un peu des travaux civiques, un peu des travaux d'éducation civique. Donc, par exemple, tous les jeudis, très tôt le matin, à l'aube, vous sortez de chez vous, vous vous retrouvez devant l'école coranique et vous allez dans les bois pour collecter du bois. Et c'était une tâche assez difficile parce qu'il fallait y aller, il fallait chercher le bon bois, il ne fallait pas se tromper, il fallait constituer des fagots ensuite, de très gros fagots parce qu'ils vont servir à la cuisine du maître, ils vont servir à sa femme pour qu'elle fasse la cuisine. Éventuellement, si elle est gentille, elle va faire à manger pour vous aussi. Bon, ça dépendait des écoles. Et donc vous alliez dans les bois, vous collectiez cela. En général, c'est très loin, c'était en hauteur. Et vous les portez sur votre tête en fait. Donc il y a tout un ensemble de gestes parce que pour les porter sur la tête sans qu'ils fassent mal, on se constituait des coussins en feuilles de bananier, puis on les posait sur la tête avant de s'entraider ensuite pour poser les fagots sur la tête parce que c'est très lourd. Et donc il fallait tout le temps être à deux pour soulever les fagots et les poser sur la tête de l'une, puis l'autre va aider l'autre et les poser. Donc quand on grandit dedans, les enfants, en général, quand ils grandissent dans un univers, qu'il soit difficile ou plus facile, ils s'adaptent tout simplement, question de survie. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ça. Je l'ai fait 2 fois. Je suis rentrée chez moi très, très enrhumée. Et depuis, on me traitait un peu de fragile. On me disait, bon, toi, tu iras nulle part parce que toi, de toute façon, tu vas être enrhumée, on va avoir tes parents sur le dos. Donc, on ne t'emmène pas. Et j'étais très frustrée qu'on ne m'emmène pas. Mais je me suis inspirée de cette... je tenais quand même à m'inspirer de cette expérience-là, parce que c'est une expérience que vivent toutes les jeunes filles en fait, qui vont à l'école coranique. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, peut-être que les usages ont changé, mais dans mon enfance, et très longtemps après, ça s'est beaucoup fait. Et... c'est une expérience très fondatrice pour des jeunes filles, pour des petites filles, pour des jeunes filles, parce que ça leur permet, elles se servent de cette expérience-là pour construire des liens de solidarité, pour construire des liens de sororité, on va dire. Il y a quelque chose qui se crée, en fait. Et moi, j'avais envie d'aller dans cet univers-là de l'enfance et de voir ce qui peut se créer même sous la contrainte. Qu'est-ce que l'on peut créer en tant que fille, en tant que petite fille, puis en tant que jeune fille, quand on est comme ça, contrainte dans un environnement et que l'on n'a pas trop le choix, qu'on fait ce qu'on a à faire, mais qu'on a quand même l'âme d'enfant, quoi. L'âme d'enfant, elle ne s'éteint pas. Donc qu'est-ce qui se crée comme ça quand on est dans cette situation-là? C'est pour ça justement que j'ai parlé de cela. Et Gaillard donc grandit dans ce groupe de jeunes filles. Elle a ses amis, elle a 4 amis avec qui elle fait régulièrement ses tâches. Elle part en mission avec elle certains matins, 1 ou 2 matins par semaine. Et Gaillard est une servante. Ses amies aussi sont des servantes. Elles appartiennent au milieu des servantes. Elles sont nées comme ça. Elles savent que leurs origines sont
ne viennent pas uniquement des Comores, mais elles ne savent pas exactement d'où elles viennent. Et elles sont arrivées un peu comme ça dans la vie, parachutées comme ça, par hasard. Et Gaillard, je l'aime beaucoup parce qu'elle, pas seulement parce qu'elle est l'héroïne principale, mais parce qu'elle a aussi, pour moi, elle représente le fait que même dans une situation qui peut être, qui peut avoir l'air d'être très restrictive, Gaillard ne perd pas l'esprit de rébellion qui peut nous habiter quand on est enfant. Et pour moi, c'était très important d'avoir un personnage qui représente cet esprit-là, et c'était très important que ce personnage-là soit une fille, tout simplement. Parce qu'on le voit souvent, ce personnage, dans des petits garçons. On a Le Petit Chose de Dickens, on a énormément de livres comme ça, dans lesquels on voit un garçon qui, malgré sa situation difficile, arrive quand même à se rebeller. Et puis moi, j'avais envie qu'il y ait une fille aussi qui m'inspire, qui inspire peut-être la petite fille que j'étais, et qui vit dans des situations dans lesquelles je n'ai pas forcément vécu étant très petite, mais dans lesquelles je me retrouve quand même. Donc Gaillard est un peu ce personnage-là. Donc le personnage de Gaillard qui, comme vous l'expliquez, évolue dans un milieu contraint, mais dans lequel elle arrive à trouver des espaces de liberté. Et plus la narration évolue, plus on comprend à quel point elle peut trouver de la liberté à notamment ses talents, ses futurs talents, qu'elle n'a pas encore à son âge. Elle a une mère adoptive qui s'appelle Tamu. Elle a été abandonnée par sa maman. Donc elle a une mère adoptive, Tamu, personnage important. C'est elle qui va qui l'a fait vivre, qui lui apprend. Et puis il y a la figure du maître. Et la figure du maître, donc le maître coranique, en fait, celui qui lui enseigne, à elle et à ce groupe de jeunes filles, c'est ensemble, en fait, qu'il apprend d'abord à réciter par cœur des sourates, c'est-à-dire c'est l'apprentissage d'abord du Coran, et à travers l'apprentissage du Coran, c'est apprendre à penser, à réfléchir aussi, et à interpréter le Coran. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la figure de Tamu, pour moi, elle est centrale, parce que c'est une femme qui est aussi une servante et qui a sauvé cet enfant, en la recueillant, et qui décide de lui donner de l'amour. Et ça, c'était un peu une manière pour moi de démentir certains clichés qu'on peut avoir dans ces milieux-là, à propos de ces milieux-là, dans lesquels on a des femmes qui ont été asservies, puis qui ont des enfants. Ces enfants-là aussi sont appelés à être asservis, à moins qu'on ait le réflexe de les sacrifier, un peu comme dans... J'ai été très frappée par le roman de Toni Morrison, Beloved, parce que ce roman-là est inauguré par une scène très, très difficile. Dès le début, on voit une femme qui tue son enfant, sa fille, pour lui éviter d'être réduite en esclavage. Et il y a un espèce de non-choix dans cette scène-là, dans cette histoire-là. Et ce que j'ai voulu, moi, créer, ce que j'ai voulu me poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait quand même, en tant que femme, triompher l'amour, tout simplement. Lorsqu'on fait ce choix-là, lorsqu'on se dit je suis asservie, je suis dans une situation dans laquelle je n'ai pas énormément de choix, mais ce choix-là, je peux le faire. Je peux décider de le faire. Et ça sera pour moi la question fondamentale que chaque personnage se posera tout au long du récit. C'est est-ce que je peux, à un moment donné, voir en quoi je peux faire un choix, en quoi je peux me donner la liberté de décider de quelque chose. Donc c'est pour ça que Tamu est une figure centrale. Et le maître aussi a eu ce questionnement-là. Le maître a été mis face à un choix, parce qu'il faut savoir que la figure du maître dans le roman et puis dans la société dans la société dont je m'inspire pour écrire ce livre, c'est une figure assez ambiguë, parce qu'à la fois il doit assurer la transmission du savoir, mais en même temps, s'il le transmet trop, le savoir, il perd un peu de son pouvoir aussi. Donc c'est difficile. Et puis s'il transmet ce savoir à un garçon, il peut peut-être s'assurer un certain héritage, mais s'il le transmet à une fille, à une femme, oui, il va falloir la calmer, la femme, à un moment donné, lui dire, écoute, maintenant tu t'arrêtes, tout ce que tu as acquis, maintenant tu vas devoir l'apprendre à tes enfants,
et tes enfants, il faut que tu en fasses. C'est très bien, tu vas pouvoir les aider à faire leurs devoirs. Donc, voilà, tu vas te calmer maintenant et voilà, tu vas t'arrêter à ce plafond. Et la figure de Fundi, elle m'amuse beaucoup parce que elle me fait aussi penser à une figure que moi j'ai connue. Moi j'ai eu un père qui m'a énormément enseigné, qui m'a énormément laissé déambuler dans son bureau, rempli de livres, d'interprétations du Coran, etc. Et qui ne me disait rien, qui me laissait juste explorer. Puis chaque fois que je lui posais des questions, il me disait, écoute, il y a plein de livres, tu n'as qu'à regarder. Et qui m'a donné toute cette liberté-là, tout en étant obligé d'assumer quand même son rôle de père comorien, c'est-à-dire de père à la fois éducateur, un petit peu émancipateur chaque fois qu'il le pouvait, mais devant la société, il devait aussi être un père un peu censeur aussi. Donc c'était pas très simple, et je le voyais parfois se débattre avec ça, puis c'est comme s'il essayait de me dire, écoute, bon, je suis un peu prise en étau là, mais si tu veux, il y a une petite porte par là-bas, tu peux t'échapper, mais c'est pas moi qui te l'ai dit, je ne t'ai rien dit. Donc voilà, il y avait ce rapport-là, et j'avais envie je pense, à travers cette figure du maître, à la fois de plonger dans la psyché de ces hommes-là, qui libèrent malgré eux ou contre leur propre rôle, à leurs risques et périls, et en même temps de rendre hommage à cette figure-là que j'ai connue aussi, que j'ai eu la chance de connaître. Puisque Fundi, donc il y a un petit glossaire à la fin du livre, Fundi veut donc dire maître, donc on peut dire le maître ou Fundi, et c'est le seul héros masculin en fait de votre roman. Cette figure-là qu'on pourrait qualifier un peu de paternelle, si je vous entends bien, c'est la seule figure masculine en fait de votre roman. Tout le reste, ce sont des femmes, des jeunes filles ou des femmes. Et cette figure de Fundi est assez complexe parce que c'est quelqu'un qui n'est pas que dans je t'apporte quelque chose, je t'apporte du savoir, et il est véritablement dans une figure paternelle vis-à-vis de Gaillard. Il l'aide aussi à ce qu'elle puisse s'accomplir, elle, en tant que femme. Et puisqu'on est dans une soirée de nocturne féministe, va falloir justement qu'on en parle de ça. C'est-à-dire que Gaillard est une figure d'émancipation féminine, et Fundi, donc le maître, n'est pas au contraire quelqu'un qui va l'empêcher, cette émancipation, même si à certains moments il peut la réfréner un petit peu, mais en tout cas il participe de cette émancipation, et cela peut paraître surprenant. Oui, alors disons que Fundi n'a pas d'enfant déjà, donc Gaillard est un petit peu l'enfant qu'il n'a pas eu, et puis donc et puis à un moment il va décider, je crois que Fundi est parmi nous. Et qu'il n'est pas d'accord avec l'idée qu'on dise qu'il n'a pas eu d'enfant. Mais disons qu'il va prendre un peu Gaillard sous sa coupe, parce que c'est un peu le fils qu'il n'a pas eu, c'est un peu l'héritier qu'il n'a pas eu. Et c'est aussi il se reconnaît un peu dans Gaillard, dans la condition féminine, dans le sens où si on oublie la question du genre, si on oublie la différenciation des sexes, on peut se dire que quand il voit ce groupe de jeunes filles, Fundi se retrouve aussi, puisqu'il est d'ascendance africaine, d'une ascendance qu'il n'assume pas complètement, parce que lui, il va plutôt reconnaître ses ascendances prophétiques. Il va plutôt, ça existe encore, il y a des longs parchemins sur lesquels on écrit l'ascendance d'une personne, donc on va remonter de génération en génération, comme ça, de père en père, et lui, il va se reconnaître un peu dans ces jeunes filles, qui sont des êtres qui, comme lui, ont été dépossédés de quelque chose, ont été diminués de quelque chose. Et donc pour lui, quand il l'aide à obtenir la clé de la liberté, le savoir, c'est un peu comme une revanche qu'il prend sur la société dans laquelle il évolue. Il l'apprend parfois ouvertement, il l'apprend parfois en secret, il ne proclame pas dans toute la ville qu'il est en train d'enseigner à des filles comment s'approprier un livre qui a quand même été très longtemps la propriété des hommes, qu'il est encore un petit peu aujourd'hui, mais il ne le proclame pas comme ça, il ne le clame pas haut et fort, mais en revanche, il fait le travail
derrière. Et ça me fait penser à l'exposition d'ailleurs sur les tendresses subversives qu'il y a juste à côté, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il essaye d'opérer un peu en sous-marin comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, une petite révolution intérieure. Il ne sait pas exactement où il va, c'est pour ça que parfois il a tendance à réfréner. Ah oui, je pense que c'est quand ça touche peut-être les feuilles. Ah non, c'est pas ça. Et donc il a tendance à réfréner un peu les élans qu'il provoque lui-même, un peu comme quand on allume un feu et qu'on se rend compte qu'il prend un peu trop d'ampleur et puis on retire quelques bûches parce que bon, ça commence à être un petit peu fort, on a peur que ça brûle la maison. Voilà, donc il a un peu peur, même s'il sait que derrière il faut détruire tout ce qui est là, un peu comme le dieu. Je crois que c'est le dieu. Est-ce que c'est le dieu Shiva ou Vishnu qui détruit? Je ne sais plus. Dans la mythologie hindoue, mais il y a un dieu qui a pour rôle de détruire pour que l'autre puisse venir construire. Et c'est un peu il sait qu'il y a besoin de détruire quelque chose pour qu'autre chose se construise, mais on a évidemment très peur de détruire de toute manière, quoi. Et lui, ce maître-là, il a une interprétation du Coran vraiment très humaniste, très éclairé. Le Coran qu'il transmet, enfin, à l'époque où on vit actuellement, et toutes les querelles qu'il peut y avoir, lui, au contraire, n'est pas rigoriste. Il défend à travers lui, vous défendez un islam lumineux. Parce que j'ai l'impression que vous utilisez aussi cette figure-là pour peut-être transmettre un message. Disons que je suis restée vraiment très fidèle à quelque chose qui peut paraître impensable aujourd'hui, mais à la manière dont j'ai appris le Coran, tout simplement. Je l'ai vraiment appris, je disais avant qu'on me l'apprenait comme un garçon, mais en fait, je l'ai vraiment appris avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire que le Coran, au début, dans les pays islamisés, jusqu'à maintenant, on apprend à le lire, on apprend à l'écrire, mais on ne comprend pas un seul mot, en général, de ce qu'on lit et de ce qu'on écrit. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'apprend. On apprend les mélodies, on apprend comment on le psalmodie, mais très peu sont les personnes qui savent ce que signifient les versets, ou en tout cas qui parlent la langue dans laquelle c'est écrit. Et ça, c'est dans énormément de pays, même les pays du Maghreb. Il y a énormément de personnes des pays du Maghreb que j'ai pu rencontrer quand je suis arrivée en France et qui se sont étonnées de savoir que déjà j'avais appris à lire le Coran et qu'en plus je comprenais certaines choses, certains de ces versets. Donc c'est très étrange comme relation avec ce livre. Et on s'en rend compte quand on sort de ce cadre, parce que tant qu'on est dedans, eh bien, on est un enfant, donc on vous apprend à lire des choses, on vous apprend l'alphabet, il y a une méthode qui consiste à apprendre ensuite les syllabes, comment on enchaîne les syllabes, etc. Puis des mots qui reviennent de façon très récurrente dans le livre, et puis ensuite vous apprenez à lire le livre et vous apprenez par cœur une page, vous revenez le lendemain, est-ce que tu connais ta page? Tu ne la connais pas, tu dois retourner réviser. Selon l'école, il y a des écoles où on te dit tu dois retourner réviser, il y en a d'autres où tu n'as pas appris ta page, voilà, donc ça dépend. Un peu comme la règle dans les années 50 ici, c'est un peu le même mécanisme. Mais la chance que j'ai eue, c'est que peut-être ayant vécu dans des pays, ayant grandi dans des pays étrangers, je ne pouvais pas accepter l'idée d'apprendre un livre dont je ne comprenais rien. C'était inconcevable pour moi. Et c'était comme si on me fermait la porte d'un univers et qu'on me disait, écoute, c'est cet univers-là qui va te piloter et toi, tu n'en apprendras rien, tu n'en connaîtras rien. C'était hors de question pour moi. Et je me suis mise à m'intéresser à l'arabe, surtout quand je suis arrivée en France après le baccalauréat. Et j'ai commencé à m'y intéresser, puis je posais pas mal de questions. Et puis, non, je pense que je m'y suis intéressée beaucoup plus tôt, parce que j'avais découvert un exemplaire du Coran dans le fameux bureau de mon père que j'explorais énormément, dans lequel je passais des heures. C'était un peu ma caverne d'Ali Baba. Et c'est un exemplaire, c'est un très gros volume que je lui ai volé. Et Volé. Volé. Et c'est un très gros volume auquel il tenait beaucoup et qui était un Coran interprété en français par des moines. Donc c'est très spécial parce que dedans, il y a des comparaisons
avec la religion chrétienne, on compare des pratiques, des rites comme les prières avec les offices. Enfin, il y a énormément de choses, de richesse dedans. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte, à me poser la question, mais est-ce que ce ne serait pas universel tout ça? Parce que la manière dont on nous enseigne certaines choses, c'est nous détenons la vérité, et puis en plus on est insulaire, donc on a un peu l'impression d'être le nombril de l'univers. Enfin, on a vraiment cette impression-là, hein, c'est véridique. Hein. Donc on a parfois un peu cette impression-là, et donc ça m'a sorti en fait de mon cadre, ça m'a sorti de mes références, ça m'a complètement sorti de mes certitudes. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la langue du livre, à la langue arabe en tant que telle, et à la langue telle qu'elle est utilisée dans le livre. Et j'y ai découvert j'y ai découvert un texte très poétique déjà, j'y ai découvert une certaine vision de la société. Et j'avais l'impression parfois de me retrouver dans le désert sous une tente bédouine avec les joutes oratoires des gens. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, que je l'ai côtoyé. Je ne dirais pas que je connais le livre en entier, mais je l'ai côtoyé. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai côtoyé. Et au bout d'un certain temps, je me suis mise à lui poser des questions à ce livre, à lui dire, bon, tu es très jolie, tu es très gentille, mais pourquoi est-ce que là tu parles de certaines choses concernant les femmes? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, parce que je ne comprends pas trop. Et donc je posais des questions comme ça aux personnes qui me guidaient dans la lecture, à mon père aussi, et ça le faisait beaucoup sourire. Enfin, je posais énormément de questions, voilà. Et donc j'ai eu envie j'ai eu envie qu'il y ait un homme qui soit un libérateur, Pourquoi un homme et pas une femme? Parce qu'on parle quand même d'une société qui est assez patriarcale, et que je trouvais ça beau d'avoir dans cette société-là une figure très représentative du patriarcat, tout simplement, qui décide de désobéir à l'injonction, à ce que lui impose son rôle, son statut, qui décide de mettre en péril sa position sur le piédestal et de voir ses compagnes, ses sœurs ou ses enfants comme ses enfants, de ne plus faire de distinction entre eux. J'ai trouvé que ce serait magnifique d'avoir des hommes comme ça, peut-être parce que moi j'en ai connu un comme ça, et voilà, j'ai eu envie d'offrir cette chance-là à ces personnages. J'aimerais qu'on continue sur votre papa, sur cette figure paternelle, parce que à la fin il y a la note de l'autrice. Je vais lire cette note, et il va falloir que vous nous expliquiez, parce que on va continuer dans ce récit, et il faut quand même dire que c'est un récit foisonnant, un récit fait de contes, de légendes, qui est fait à la fois du Coran, mais qui est fait aussi de plein d'autres histoires. On a l'impression de lire quelque part les 1001 nuits, parce que bien souvent, un personnage va raconter une anecdote qui est un récit en fait. Donc c'est une boîte à histoire, ce livre. Et il y a dans cette histoire, enfin dans cette multitude d'histoires, une grande histoire qui a trait avec des dés bien spéciaux. Et il va falloir que vous nous expliquiez un peu, on ne va pas dévoiler le livre ici, mais c'est pour mieux peut-être saisir d'où ça vient. Ça vient notamment de la note de l'autrice que je vais vous lire. Un soir, j'ai vu mon père jouer avec un dé de bois aux lettres peintes sur 4 faces, puis consulter un ouvrage aux pages jaunies. J'avais 5 ans et j'étais curieuse de tout. On vous retrouve bien là. Selon ses dires, je lui ai demandé de quoi il s'agissait avant de m'exclamer en haussant les épaules « Ah, c'est le abjad !» comme si je connaissais déjà cet objet qu'il ne m'avait pourtant jamais montré. C'est ainsi que cette histoire a germé dans mon esprit. J'y ai volontairement invité toutes celles et ceux qui peuplent mon imagination et mon patrimoine spirituel, celui que l'on m'a transmis et celui qui est né des mélanges dont je suis le fruit. Parlez-nous de cette histoire de dés, afin que, pour les futurs lecteurs et lectrices, on comprenne ce qui s'y passe, parce que c'est une des trames narratives de votre roman. Alors le dé abjad, il existe, hein. Je l'ai effectivement, enfin je l'ai aussi volé.
Lui aussi. Je l'ai aussi volé, honteusement. Je l'ai subtilisé et je l'ai chez moi. Vous l'avez véritablement subtilisé? Ah oui, je l'ai D'accord, vous l'avez vraiment chez vous subtilisé, maintenant. Très oui. Mais en toute connaissance de cause, il le savait, hein, il était au courant. Je lui ai dit, écoute, je te subtilise ton dé. Et c'est un dé qui, disons qu'il appartient, à mon avis, parce que c'est encore à creuser, à certaines pratiques un peu ésotériques, musulmanes, un peu mystiques. Et en gros, et puis en même temps, ce sont des mathématiques. Alors, c'est un dé qui se présente, deux faces sont vierges, et puis les 4 autres faces portent chacune une lettre. Donc le A, le B, le J et le D, l'équivalent en arabe. Et l'ensemble fait abjad. Et à l'origine, d'après mes recherches, ça aurait été le mot abjad aurait été la première tentative de mettre par écrit la langue arabe par 5 princes. C'est ce que dit la légende. Elle n'en dit pas plus. Et donc c'est à partir de là, comme elle n'en dit pas plus, je me suis dit, c'est génial, j'ai des choses à inventer là-dessus. Et donc ce dé, il est accompagné d'un livre dans lequel on peut consulter ce que l'on doit faire comme décision, ce que l'on doit prendre comme décision. C'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, vous lancez le dé, il tombe sur une lettre, vous notez la lettre sur le côté, vous relancez encore, vous retombez sur une lettre, vous le faites 4 fois, vous répétez l'opération, et puis ensuite vous ouvrez le livre et vous cherchez la combinaison de lettres sur laquelle vous êtes tombé. C'est un peu comme le code binaire, mais avec 4 lettres. Et c'est très drôle parce qu'il y a vraiment les réponses pour chaque... Et les réponses, ça peut être, par exemple, ce que vous êtes sur le point de faire, c'est une bonne chose, mais vous rencontrerez des difficultés. Ou c'est une bonne chose et ça va marcher, allez-y, foncez. Ou alors, ah non, n'y allez pas du tout, très dangereux, abandonnez tout de suite ce projet. Donc il y avait toutes ces réponses-là. Et... j'ai beaucoup aimé le fait qu'un homme d'âge mûr, qui a construit une famille, qui l'a nourrie et qui avait un métier dont il était très fier, etc., enfin quelqu'un, un adulte, tout simplement, et qui m'impressionnait, moi, du haut de mes 5 ans, enfin quand on a 5 ans... et qu'on a un père à peu près normal, c'est un peu un dieu vivant. Et donc, ça m'amusait que cet homme-là soit aussi, retrouve son âme d'enfant avec ces objets. Parce que pour moi, c'était cela. Il jouait, en fait. Il jouait certaines grandes décisions de sa vie avec ce dé. Et ça, je trouvais ça fascinant, j'ai trouvé ça très drôle. Je ne sais pas si ça appartient à la légende familiale, hein, l'idée que quand je l'ai vu, je me suis décrié oh, c'est le abjad, alors que voilà, je ne savais pas, je n'ai aucun moyen de savoir s'il m'en avait parlé avant ou pas, mais j'ai beaucoup aimé cette perspective-là. Et donc le dé, il apparaît dans l'histoire, c'est un des grands fils conducteurs, il a une grande importance. Et pas un seul dé, mais plusieurs dés, parce qu'il y a une recherche des différents dés. Tout à fait. Il y en a plusieurs. Je ne dirai pas le nombre, je ne dirai pas quel est leur rôle, mais ils ont, disons, une potentialité magique. C'est-à-dire qu'ils ont une potentialité qui permet de se libérer de certains carcans, de certaines certitudes, de sortir de ce qu'on croit savoir et de s'aventurer comme ça dans l'inconnu. Mais pour cela, il faut un troisième personnage, une autre héroïne dont nous n'avons pas encore parlé. Nous revenons à notre début. C'est la veille du jour de l'an et avec ses amis, elle est partie dans la forêt bordant la cité d'Itsandra qui s'appelle le bois d'Ahmad. Et dans ce bois, c'est là donc où elle ramasse le bois avec ses 4 autres amis. Ah, merci beaucoup. Et là, elle va rencontrer... avant de rencontrer quelqu'un, elle va s'apercevoir que dans la parcelle où elle doit ramasser le bois, qu'elle connaît très très bien, il y a quelqu'un qui est passé avant. Il y a quelqu'un qui est passé déjà ramasser du bois. Mais elle ne voit pas cette personne. Elle se dit, mais c'est très étrange. Qui sait que normalement, personne n'a le droit de ramasser le bois dans cette parcelle-là, à part moi. C'est ma mission dans cette parcelle-là. Et petit à petit, elle va faire connaissance avec une jeune fille qui s'appelle Halima. Et elle est son inverse, puisque Halima, elle vient du maître. C'est la fille d'un maître.
c'est la fille d'un maître, et donc normalement elles n'ont pas le droit de se rencontrer, de communiquer et d'avoir des échanges entre elles. Et là, avec la figure d'Halima, vous nous entraînez vers un monde plutôt fait à la fois de dureté de la vie, d'une figure contrainte. Elle, par contre, c'est une figure féminine qui a peut-être plus de contraintes dans sa vie que Gaillard. Parlez-nous-en un petit peu, puis après on parlera de cette magie qu'elles vont pouvoir provoquer toutes les deux de leur rencontre. Oui, Halima est une figure je les aime tous beaucoup, hein, mais c'est une figure qui est fascinante parce que elle a grandi dans un milieu assez cotonneux, protégé, surprotégé, et donc Gaillard pouvait avoir l'impression que cette fille complètement inaccessible, à qui elle n'avait absolument aucun droit de parler, était privilégiée, était plus chanceuse qu'elle. Et en la rencontrant, elle va se rendre compte que finalement, elle est peut-être un peu plus entravée, ou en tout cas, elle a aussi, elle, ses propres entraves. C'est un peu comme dans la chanson de Cabrel. C'était laquelle déjà? C'était quand il disait « Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes ». Et c'est un peu le rapport qu'elles vont nous tisser toutes les deux. Elles vont se rendre compte que chacune a ses entraves, et Halima va aussi jouer un rôle très important pour Gaillard parce qu'elle va lui faire entrevoir ce que c'est que la liberté. Quand je dis la liberté, c'est dans le sens de la liberté de faire un choix. Parce que ce qu'elle va lui demander, et là je ne dévoile absolument pas l'intrigue, hein, parce que c'est le point de départ, mais ce qu'elle lui demande, c'est de l'aider à échapper à un mariage forcé. Et quand elle lui demande cela, ça va poser un dilemme à Gaillard, puisque Gaillard est une servante, et en tant que servante, la seule interaction que l'on doit avoir avec une fille de maître ou un fils de maître, c'est l'obéissance et l'absence d'interaction, tout simplement. On n'a pas le droit de l'aider, d'être son ami. Enfin, le fait d'aider quelqu'un, ça induit un autre rapport que celui de la soumission. Et donc, soit elle accepte de l'aider, mais dans ce cas-là, elle désobéit à la loi qui lui interdit d'interagir avec elle et de l'aider, et soit elle refuse de l'aider, mais dans ce cas-là, elle désobéit à une fille de maître. Donc elle est comme ça, entre deux feux, elle ne sait pas quoi faire, et finalement, est-ce que ce n'est la question qui se pose à elle, c'est, voilà, tu voulais une certaine liberté, et bien la voilà. La liberté, le premier pas, c'est de faire un choix. Est-ce que tu vas être capable de faire un choix? Et donc c'est cette question-là, pour moi, que Halima va lui poser, et ça va être le point de départ d'une très longue réflexion pour Gaillard. Est-ce que finalement, cette liberté que je convoite, ce qu'elle comprend comme responsabilité, est-ce que je suis capable de porter ces responsabilités-là? Donc ça, c'est une question qui va comme ça naviguer entre les deux. Et Halima, elle a une certaine fragilité, délicatesse. Il y a des moments où elle m'agace un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop dans le complexe de la petite fille fragile qui attend qu'on vienne la sauver. Puis en même temps, elle a une très grande passion pour les chiffres, l'astronomie, qui... disons qu'elle est un peu dans son monde, elle ne se rend pas forcément compte qu'elle ne va pas pouvoir, qu'elle ne peut pas s'épanouir là où elle est, et elle essaye quand même de le faire, mais sans tenir compte des contraintes extérieures, là où Gaillard a vraiment parfaitement conscience des contraintes extérieures. Donc elle est un peu la petite savante dans sa tour, qui ne dispose pas de beaucoup de moyens de libération, et qui pourtant a envie de se libérer. Et puis Gaillard représente aussi celle qui connaît le dehors, qui connaît l'extérieur. Donc il y a ce rapport-là un peu entre les deux. Et puis je pense que Gaillard m'a aidé à beaucoup moins être agacée par Halima, parce qu'à un moment c'est vrai qu'elle m'agaçait sérieusement. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et puis j'ai aimé la construire aussi parce que il se pose à Halima la question d'oser grandir, d'oser sortir du rôle dans lequel on l'a mise et d'oser déplaire. Ça, c'est une grande question qui va se poser à elle. Tu veux être libre, mais ça va déplaire. Est-ce que tu vas oser déplaire? Et puis il y a cette question aussi de la filiation, puisque elle, sa maman est morte en couche, et qu'on sent bien que dans la question du maître, puisque là du coup on a les personnages, on a les quatre personnages, les quatre héros en fait. On a Gaillard, on a Halima,
on a la maman de Gaillard, Tamu, et on a le maître, en fait. Et ces quatre-là, il y a des relations amicales, il y a des relations amoureuses aussi. Enfin, il va se passer des grands liens forts entre ces quatre-là. Et ces quatre-là se posent des questions de filiation. La question de la filiation paraît vraiment un fil conducteur aussi dans votre roman. C'est quelque chose que vous interrogez à travers ce livre. Oui, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je pense que ça a commencé à partir du moment où moi-même j'ai commencé à avoir des enfants. La première question que je me suis posée, c'est moi, mère, venant d'un autre pays, arrivée en France et me retrouvant complètement dans les valeurs portées par la France, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants comme histoire ? Est-ce que je vais leur transmettre une histoire de haine, de colère, de ressentiment? Est-ce que ça ne me parle pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on a des grandes séances comme ça où on se raconte des histoires. J'avais envie de leur raconter quelque chose qui tient plus de l'aventure, qui tient plus de l'imaginaire. Je pense que les messages passent peut-être mieux quand on fait appel à cela. Et puis en même temps, cette question de la filiation, elle est très essentielle pour moi, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on vient d'une île, je crois que c'est la femme d'Aimé Césaire qui disait ça, qui disait nous ne sommes pas des hommes racines, parce qu'on parle souvent des racines. Nous ne sommes pas des hommes racines, puisque nous ne venons pas du continent, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas, à partir de la 3e génération. C'est le vide total, c'est le néant, c'est le flou. Et on peut avoir l'impression que ça ne compte pas, mais ça compte. Ça compte parce qu'on se rend compte qu'on est porteur de certains héritages qu'on ne connaît pas, tout simplement, dont on ne sait pas d'où ils viennent. C'est comme si on vous avait confié quelque chose et vous ne savez pas qui vous l'a confié, et du coup, vous ne savez pas quoi en faire. Et du coup, parfois, vous en faites n'importe quoi. Et ce lien de la filiation, pour moi, il est essentiel parce que, justement, si je termine le propos de la femme, de la compagne d'Aimé Césaire, c'est nous ne sommes pas des hommes racines, nous pouvons décider d'être des hommes plantes. Nous pouvons décider de faire un peu comme les arbres, comme les palétuviers dans la mangrove, ces arbres-là qui plantent leurs branches dans l'eau, et ces branches-là se transforment en racines, puis ils replantent encore. Et je me suis beaucoup retrouvée dans cette description-là. J'ai vraiment eu la sensation d'être cela. Et je dirais que c'est cette idée-là qui m'a rendu cette situation joyeuse. Parce que je n'avais pas envie que ce soit quelque chose de triste. Oh, la pauvre, elle ne connaît pas ses racines. Enfin, je n'avais pas envie d'avoir ça. Et je voulais plutôt voir cela comme un défi. Et qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre ce défi? Et donc, la question de la filiation dans le livre, elle concerne aussi ces sujets-là. Elle est très liée à la manière dont Gaillard va chercher à se constituer une origine, des racines, au fait que Halima elle-même, qui est peut-être plus au courant de ses racines, va réussir à faire la paix peut-être avec certains aspects de ses racines. Puis la question aussi de la domination, du dominant et du dominé dans la filiation, elle est importante, parce que j'ai longtemps eu affaire à un discours très fâché, très en colère, nécessaire certainement, sur des sujets comme l'esclavage arabo-musulman, comme l'esclavage, la traite atlantique, etc. L'esclavage arabo-musulman qui est encore tout récemment abordé. Et le point de vue que je me suis constitué, c'est que je me suis rendu compte, je viens de la ville d'Itsandra, donc c'est une ville en partie, donc c'est une ville majoritairement occupée par des arabo-musulmans au départ. Donc le constat que j'ai fait, c'est comme le dit si bien Rumi, je pense qu'il traduit ce constat très facilement, ce philosophe, poète mystique turc, qui dit Moïse et Pharaon sont tous les deux en toi. Donc ça ne sert à rien, en gros, de détester Pharaon et d'encenser Moïse à l'extrême, parce que tous les deux, ils font partie de toi. Et donc, c'est cette équation-là que tu vas devoir résoudre. Et pour moi, ce livre et ce duo entre Gaillard et Halima, c'était aussi ma manière de résoudre cette équation-là que constitue la filiation pour moi. J'ai trop parlé, je crois, non? Ça va? Non, c'est merveilleux, parce que j'ai beaucoup aimé justement cette comparaison homme-racine, homme-plante. Et on comprend bien en fait que
ce livre-là, c'est un livre de transmission, c'est un livre de transmission d'histoire, un livre de transmission de sensations, de goût notamment, d'odeur. C'est un livre qui est habité par les sens, c'est de cela dont on va parler maintenant, et on peut le lire comme un livre que vous transmettez à vos 2 enfants. Voilà en fait, puisqu'ils sont nés en France, et c'est, voilà quelle est l'île de mon enfance, voici les Comores. Ça pourrait être un livre de transmission, de présentation. Je vous présente les Comores, la complexité comorienne, les histoires comoriennes, et je vous transmets aussi les goûts, les odeurs, les recettes de cuisine. Et il y a tout ça dans votre livre. J'aimerais juste, on est au tout début du livre, et pour comprendre un peu l'aspect un peu magique, un peu animiste qu'il peut y avoir dans les personnages, Gaillard ramasse du bois, et la manière dont elle le ramasse nous enseigne déjà beaucoup. Je vous lis. « Je trouvais un arbre fraîchement coupé et abandonné, un manguier. Je le saluai comme Tamou me l'avait appris, en posant une main sur son tronc. Je fermai les yeux et lui demandai la permission de prendre un peu de son bois. Un grondement sourd, pareil au grincement d'une porte, monta du cœur de l'arbre où vibrait encore un peu de vie. Je compris que ma requête avait été acceptée. » Ce passage très beau nous enseigne qu'il y a des rites à faire. On ne prélève pas comme ça du bois comme on peut le faire avec une machine. Enfin, il y a un respect de la végétation, il y a un respect aussi de l'alimentation des plats. Parlez-nous par exemple de la recette du sutra. C'est rempli de feuilles de henné, de fleurs d'hibiscus, de couleurs. Ça fait partie de la transmission. Oui, tout à fait. Alors c'est à la fois de la transmission, et le message, c'est je vous le transmets, je vous le raconte, mais aussi je vous en libère. Parce qu'on peut avoir tendance, on peut le remarquer, je l'ai remarqué dans beaucoup de familles immigrées, et c'est normal, c'est logique. On n'a pas envie de mourir on n'a pas envie de mourir dans ses enfants. C'est-à-dire on n'a pas envie on a du mal à laisser les enfants être autre chose, complètement autre chose que ce que l'on était. On a envie de leur laisser des traces de soi. Et parfois, ça peut être une obsession qui peut, malheureusement, pour moi, freiner la constitution de l'identité chez l'enfant. Donc moi, ce que j'ai eu envie de faire, s'il y a eu transmission, c'était une transmission dans ce but-là. Dans le but de leur dire, écoutez, voilà, j'ai fait la paix, j'ai fait la paix avec tout ce que j'étais. Voici ce que j'ai été, voici une partie de ce que je suis, voici une partie du lieu d'où je viens, voici les matières, voici les couleurs, voici les goûts, voici les odeurs qui m'ont bercé enfant. Et voilà, maintenant, tu sais, maintenant tu connais, et tu es totalement libre d'en faire ce que tu veux ou de ne rien en faire, tout simplement, parce que c'est là, ça existe de toute manière. C'est un peu comme un troisième enfant, ce livre, dont je peux faire absolument tout ce que je veux, pour compenser ma frustration de ne pas pouvoir faire de mes enfants en chair et en os ce que je veux, puisque de toute façon, ils seront ce qu'ils veulent être. Et oui, il y a aussi ce rapport, en effet, avec la matière. Avec la matière, ce rite de demander l'autorisation à l'arbre, je l'ai observé aussi chez les Bushmen, qui n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est le seul nom qu'on trouve. C'est l'une des dernières populations de chasseurs-cueilleurs au Botswana, en Namibie, qui ne le sont plus tellement d'ailleurs, et qui remercient un animal lorsqu'ils sont allés à la chasse. Ils le remercient de leur avoir offert sa viande, ils le gardent précieusement, ils le conservent le plus longtemps possible pour ne pas avoir à en chasser un autre, et ils nous trouvent, nous autres, complètement fous de couper, de tuer des arbres vivants alors qu'il y a des arbres morts à côté dont on pourrait se servir. Donc il y a aussi toute cette logique-là de considérer la nature comme un frère, comme une sœur. Et puis, pour ce qui est de l'alimentation, alors je suis une très mauvaise cuisinière. Malgré tout ce que le livre peut faire croire, je suis une très mauvaise cuisinière. Mais en tout cas, dans la cuisine comorienne, je suis complètement nulle à cela. Mais j'ai beaucoup observé.
j'ai beaucoup regardé. J'ai été très fascinée par le spectacle de la cuisine, par certaines scènes de cuisine traditionnelle. Il y a par exemple la scène durant laquelle, il y a par exemple ces moments où l'on doit raviver le feu. Ça, c'est un geste qui m'a toujours fascinée. C'est-à-dire que quand le feu commence à s'éteindre, on n'a pas de souffleuse. On n'a pas de souffleuse dans certains endroits. Et donc, on souffle soi-même, en fait, sur le feu. On s'époumonne parfois, mais c'est un peu comme un jeu. Et dès que le feu prend, il y a une espèce d'excitation, de catharsis qui se crée. Ah, j'ai réussi à raviver le feu. Donc il y a ce côté-là, et c'est vrai que petite, avec mes cousines ou avec mes amis, on se disputait pour savoir qui allait raviver le feu. C'est pas très, point de vue santé, c'est pas très bon, mais voilà, c'était un jeu qu'on avait. Et dans le livre aussi, l'un des plats dont je parle, c'est le futa. Donc c'est un pain, c'est une sorte de pain. Je pense qu'il vient de Madagascar ou de Zanzibar. Et c'est un pain à la farine, au lait de coco, et c'est tout. Seulement à la farine et au lait de coco. Et moi, ce que je trouvais fascinant dans la préparation de ce plat, c'est qu'on l'accompagne en fait. On l'accompagne très longtemps. Les plats comoriens sont très longs à faire. C'est aussi pour ça que je suis nulle, parce que je manque totalement de patience là-dessus. Mais il faut mélanger le lait de coco avec la farine dans une marmite. Mais il faut que la marmite soit en fonte ou en pierre, parce qu'après, on va le poser sous le soleil, et la chaleur du soleil va faire en sorte que le mélange va fermenter, va gonfler, un peu comme si on avait mis de la levure de boulangerie. Ça va gonfler tout seul. Et puis ensuite, quand on le prépare, il y a ce même effet aussi. Quand on va le préparer, le pain va gonfler, on le fait sur le poêle à charbon. Et le moment le plus fascinant, c'est quand on va retourner la poêle, parce que c'est une poêle en fonte, donc la pâte est collée à la poêle. Et quand on retourne la poêle, la pâte tombe, en fait. Elle est en train de tomber, mais elle n'a pas le temps de terminer sa chute, parce que les braises vont retenir sa chute. Donc il y a cet effet-là, en fait. Et c'est comme si la braise, elle lui disait « Mais non, tu ne vas pas tomber, le supplice n'est pas fini, je te retiens. » Donc c'est un peu comme ça que je le vivais. C'est pour ça que j'avais une fascination pour ce plat. Et je trouve que dans la cuisine, il y a énormément de... On s'exprime énormément, on exprime énormément sa vision de la vie dans la cuisine. Pour moi, il y a par exemple l'équivalent du mortier en pierre. Ici, c'est la pierre à écraser les épices. C'est une grande pierre qu'on va ramasser, un gros galet, en fait, qu'on va ramasser sur la plage avec un petit galet. Et le gros galet, en général, il est creux. Et donc, on met les épices dedans. Et puis, avec le petit galet, on va procéder par des mouvements comme ça, de va-et-vient. Et donc, il y a le bruit, il y a le son, un peu comme le son d'une meule. C'est un peu comme une meule qui quand on moule le blé. Et donc, il y a ce son-là, et c'est lent, c'est régulier, c'est long, et on finit par se prendre par se laisser bercer, en fait, par ces sons, alors qu'au début, étant enfant, on a envie que ça finisse très vite, puis on nous dit, mais non, tu vas prendre le temps, prends le temps. Et donc, c'est ce rapport-là aussi, au fait de respecter le temps que prennent les choses, au fait d'accepter de se laisser peut-être transformer par ces choses-là. On ne sait pas en quoi elles nous transforment, mais elles nous transforment quand même. Et voilà, donc c'est cette expérience-là que j'ai vécue, dont j'ai voulu voir les effets sur moi, parce que comme j'ai grandi à l'étranger et que je suis rentrée assez tard dans l'enfance, je m'ennuyais beaucoup, je me sentais très enfermée en fait sur cette île, moi qui avais grandi sur un continent où je savais que 2 pays pouvaient être voisins. Et donc une fois sur une île entourée par la mer, il n'y a pas beaucoup d'issues. Et donc je m'ennuyais énormément. Et ce sont ces sons-là, ces matières, ces goûts, ces couleurs, ces odeurs qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis d'accepter petit à petit ma nouvelle situation. Et c'est à ça vraiment que je me suis rattachée. Et donc aussi enjeu de transmission. Et dans cet enjeu de transmission de ces odeurs, de ces goûts, de ces recettes, il y a aussi transmission d'histoires qui sont liées à l'invisible, qui sont liées à ce qu'on pourrait considérer peut-être un peu trop rapidement comme étant relevant de la magie. Il y a un moment important dans ce livre, parce qu'il y a une quête, et cette quête provient d'un rêve
d'un rêve que fait Gaillard. Et là, ça nous rejoint ce dont vous parliez avec les Bushmen, donc, qui ont des conceptions plutôt animistes. Et nous avons plutôt des conceptions naturalistes. Et leurs conceptions font que les rêves sont importants. Ils en font un usage. À un moment donné, Gaillard va faire un rêve, et là, elle va partir dans une quête dont on ne parlera pas. Mais il y a présence de rêve. Il y a présence, comme le passage que j'ai lu sur l'arbre pour ramasser le bois mort, il faut en demander l'autorisation. Si bien que toute la deuxième partie de votre roman, on a affaire à ce qu'on a pu appeler le réalisme magique, et on peut considérer que votre roman en fait partie de ce courant très fort en Amérique du Sud, notamment et en Amérique centrale, le réalisme magique, et que ce roman relèverait de ce courant littéraire-là, puisque la deuxième partie nous emmène dans l'invisible, dans la magie, dans l'usage de ces dés. Et c'est ça que vous allez nous restituer, c'est-à-dire aussi cet élément culturel où il est possible de sortir de son corps, de vivre d'autres aventures dans d'autres temporalités, dans d'autres lieux, et de revenir après dans son corps. On connaît un peu les chamans qui en font usage, et là aussi, vous allez vous faire réservoir de ces histoires-là, de ces conceptions-là dans votre livre. Oui, le rêve, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, le rêve et la magie, et le côté magique des choses est complètement intégré dans la vie physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, vous êtes là dans votre maison, puis vous avez une voisine qui vient vous voir et qui vous dit « Tu sais que j'ai rêvé de ton père ou de ta mère défunte, elle m'a dit qu'il fallait que tu fasses ceci, ceci, cela ». Donc il y a vraiment ce rapport au rêve. On peut avoir par exemple, je me souviens d'un épisode où il y avait une pénurie d'eau, enfin la citerne, on stockait l'eau dans des citernes, et les citernes dans le village de ma mère étaient complètement asséchées. Et une de mes cousines est venue nous voir, ou une de mes sœurs, je crois que c'est une de mes sœurs, qui est venue voir ma mère en lui disant « Écoute, j'ai rêvé de notre grand-mère, ou de notre grand-tante qui nous a dit on m'a dit de venir vous dire de laver vos citernes parce que la pluie arrive. » Et 2 jours plus tard, il a plu abondamment. Donc il y a vraiment ce rapport-là avec le rêve. Il y a vraiment une envie de faire crédit au rêve. Et ce que j'avais envie de faire, c'est que je voulais rendre hommage à cela, sans le ridiculiser, sans non plus le survaloriser, mais tout simplement dire, voilà, c'est comme ça que ça se présente, c'est là, c'est comme ça qu'on le perçoit. Après, quand on le perçoit comme ça, évidemment, on le voit partout, finalement, mais c'est comme ça, c'est là, c'est la manière dont ça se construit. Et il y avait cette envie aussi de rendre hommage à cet imaginaire-là. Et cette discussion que j'avais eue avec une dame qui dirige une revue sur l'île de la Réunion, ça s'appelle la revue Indigo, et avec qui je discutais, et puis on discutait de l'insularité, mais c'est dramatique de ne pas savoir exactement d'où viennent les ancêtres, etc. Et puis à un moment, je lui demande, mais comment on fait en fait quand à un moment donné, on se retrouve bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, mais non, il y a la force du mythe. Tu n'as qu'à faire revivre les mythes. Et cette phrase m'a complètement libérée. C'est comme si elle m'autorisait à le faire. Et la deuxième clé de libération, c'est un livre de Madeline Miller, Circé, que j'ai lu très récemment, et Le chant d'Achille aussi. Donc elle revisite les mythes, elle revisite la mythologie grecque à travers le regard de personnages pas forcément connus, donc la sorcière Circé, puis Patrocle, l'amant d'Achille, et la manière dont elle les revisite, mais elle le fait avec une telle liberté que je me suis sentie complètement autorisée, puis toutes les digues ont sauté, je me suis dit, allez, tu vas te permettre de faire tout cela, tu vas donner vie à ces rêves-là, tu vas en faire quelque chose d'inclus dans le réel, et voilà. Et donc c'est ça que j'avais eu envie de faire, et je ne regrette pas, puisque j'ai pu emmener mes personnages bien au-delà de ce qu'elles imaginaient, bien au-delà de leur pays d'origine. Alors ça fait 1 heure que nous parlons. Ça va bientôt être à vous d'avoir la parole. Donc ce feu du milieu, chez cet éditeur, ce jeune éditeur qui s'appelle Les Bruits du Monde, c'est donc un livre de cette rentrée littéraire de septembre.
Et il appartient à une autre tradition dans la littérature de langue française, puisque à l'heure où le prix Goncourt a été remis à Brigitte Giraud, qui elle représente plutôt une veine, on va dire, autobiographique, plutôt une veine intime, et on sait aussi que le roman intime rejoint aussi l'universel. Mais votre livre en est l'exact opposé, en fait, puisque là, on a au contraire affaire à un collectif, au collectif des Comores, au collectif d'histoire, au réservoir d'histoire et à cette transmission. Donc on aurait deux... On va dire, si on prend le fil de la littérature française, on aurait Brigitte Giraud et Annie Ernaux, notre prix Nobel, vraiment à une extrémité, et puis vous à l'autre extrémité de la littérature et de ce qu'elle peut faire, puisque cette deuxième partie nous restitue véritablement, et on essaye d'arriver à vivre avec vous la possibilité magique d'entrer dans l'invisible et d'entrer dans d'autres vies avec les personnages. C'est cela que vous arrivez à faire. Et donc vous dire que je trouve que le FRAC a extraordinairement bien choisi, parce que là on est dans les nocturnes féministes, a extraordinairement bien choisi ce livre en fait, parce que c'est pas un livre qui a été extraordinairement fêté dans la rentrée littéraire. Et par contre, vraiment pour ce qu'il représente et pour sa réussite, moi j'aimerais remercier le FRAC, parce qu'en fait c'est le FRAC qui m'a fait lire le livre. Voilà, j'en avais eu connaissance de sa sortie, mais je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu pour cette rencontre, et le lisant, j'ai compris à quel point le FRAC avait particulièrement bien choisi ce livre, et j'en remercie Prisca Cerno du FRAC ici. Bravo vraiment bravo pour ce choix, parce qu'on est pile dans le sujet des nocturnes féministes, justement, non pas par un choix d'une écriture, on va dire, féminine, intimiste, mais plutôt par l'universel, en fait, par les contes, les légendes, et puis le poids puis la religion qui est là, qui joue un rôle important dans beaucoup de vies, et donc dans ce récit aussi, et puis comprendre, mieux connaître ces îles comoriennes qu'on connaît si mal. Et avec ce livre, je vous invite à lire la page Wikipédia des Comores. Elle est très très bien faite. Elle est très très longue à lire. Il y a au moins 20 minutes de lecture, mais on comprend beaucoup de choses. Voilà ce que je tenais à dire, c'est que vraiment, moi, c'était une lecture qui m'a transporté, que j'ai trouvé vraiment admirable, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, c'est à vous, parce que j'imagine que parmi vous, vu que ce livre est sorti il y a 2 mois, vous avez dû lire aussi déjà le livre, ou en tout cas, ça va vous donner envie de le lire, et vous allez pouvoir le dédicacer à la sortie. Prisca. Merci Dominique, merci Toufat. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On est une grande équipe au FRAC, et Nelly Taravel, qui n'est pas parmi nous ce soir, du service artistique, c'était son idée, et on la remercie de nous l'avoir transmis. Voilà. Alors, on a un petit temps d'échange avec le public, avec vous. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui aimeraient poser une question, ou juste nous faire une remarque, une observation sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je n'ai pas lu le livre, parce que Prisca ne m'a pas encore dit de le lire, mais ça y est, j'ai compris. Donc ma question, elle sera peut-être à côté de la plaque. Néanmoins, je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'était le maître, donc un homme qui avait aidé l'héroïne à se sortir de sa condition, en quelque sorte, de femme. Est-ce que, pour vous, ça veut dire que pour que le féminisme advienne dans ce monde, vous voyez arriver avec mes gros sabots, il faut que ce soit des hommes qui prennent le micro et qui nous disent un petit peu comment on peut déconstruire les stéréotypes et les remplacer par d'autres modèles. Alors, je l'ai vu venir. S'il vous plaît, dites quelle est votre fonction avant. On comprendra mieux votre propos. Alors, je suis Monique Lemoine. Je suis... qu'est-ce que je suis, Dominique Une féministe. Oui, voilà. Je suis une féministe. Oui, voilà. Je suis une féministe au moins 40 ans.
Disons que, alors ce que je dirais, c'est plutôt que le feu libérateur, ce n'est pas le maître qui l'a allumé. Il existait déjà dans chacun des personnages, dans chacune des femmes, des jeunes femmes qui sont présentes dans l'histoire. Seulement, elles étaient dans un contexte dans lequel ce feu-là, il y avait une chape très très puissante qui était posée dessus. Il brûlait quand même, mais il y avait une chape très forte. Et ce qu'il va faire, le maître, c'est qu'il va un tout petit peu la soulever. Mais vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il va soulever juste le temps de dire « Tu sais qu'il y a un monde à l'extérieur de ta coupole, là ?» Il va tout simplement ouvrir pour le faire. Et ça va être son acte de désobéissance civile, on va dire, de le faire parce qu'elle ne voyait pas au-delà. C'est-à-dire que n'ayant jamais eu aucun aperçu de ce que pouvait être la liberté, c'est un peu comme dans la caverne de Platon, on n'avait pas d'aperçu de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même la chance, en tout cas je fais partie d'une génération qui a la chance d'avoir eu plus qu'un aperçu de ce qu'est la liberté. Il y a eu à cette époque-là, et il y a encore dans certains endroits, des femmes qui ne savent pas ou qui ne savaient pas qu'il existait un monde au-delà de la caverne dans laquelle on a bien voulu les confiner. Et donc le rôle du Fundi va vraiment se limiter à cela. Il va se limiter à, tiens, elle est sous une coupole. Moi aussi, je suis sous une coupole beaucoup plus grande, mais entre confinés, on peut s'entraider. Et donc il va soulever un petit peu, et c'est elle par la suite qui va... il va lui appartenir en tout cas, de souffler sur ses propres braises et de faire vivre ce feu-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire... Je n'essaie pas d'éluder la question. Est-ce que... La question est très très pertinente. Elle est très pertinente et elle me tient beaucoup à cœur aussi parce que j'ai pu y être confrontée aussi. Et ce que je dirais, c'est plutôt... comment dire ? Dans le livre, le propos que j'ai, c'est que la défaite ultime, ça aurait été, on parlait de l'imaginaire tout à l'heure, du fait qu'on sort du réel, du récit du réel, pour aller dans quelque chose de plus universel, de plus lié à l'imaginaire. Et en écrivant le livre, quand j'ai commencé, et tout au long du livre, je n'avais pas de plan préétabli, mais la phrase qui me revenait tout le temps en tête, c'était la défaite ultime, ce serait de nous faire voler l'imaginaire, de nous faire voler le droit d'imaginer, de créer. Il y a une femme aujourd'hui qui est une autrice qui était, je pense qu'elle est décédée, qui était une autrice de fantasy, il s'appelait Ursula Le Guin, qui était bretonne, voilà. Et quand j'ai découvert son œuvre, je ne comprenais pas pourquoi on parlait plus d'auteurs de fantasy. Je ne suis pas non plus une véritable amatrice de fantasy, mais voilà, ça m'a posé question, ça m'a interpellée que l'on parle plus d'hommes que de femmes dans ce milieu-là. Et c'était cette phrase qui me revenait souvent en tête. Donc je dirais plutôt qu'aujourd'hui, à une certaine époque, il fallait, en tout cas dans certains cercles, il faut peut-être dans certains endroits que ce soit des hommes, parce que ce sont eux qui tiennent cette coupole-là, et il y a besoin, les femmes peuvent tout à fait le faire, hein, mais ça peut aider quand il y a des hommes dans certains milieux qui leur disent allez-y, je vous ouvre la porte, allez-y. Maintenant, ce n'est pas le prérequis pour moi. Le prérequis, c'est quand même que les femmes elles-mêmes, comme dans certains endroits, comme là où nous nous trouvons aujourd'hui, que les femmes prennent la parole et prennent ce pouvoir-là et n'attendent pas qu'on les autorise à le faire. Malheureusement, il y a des milieux encore dans lesquels on peut être éduqué dans un certain attentisme et dont on a du mal à se défaire et dans lequel on peut se retrouver englué. Et il peut y avoir besoin, alors l'idéal ce serait que les femmes elles-mêmes disent aux femmes plus jeunes, écoutez, sortez un peu de là et sortez de votre réserve et venez, on va faire quelque chose. Malheureusement, il y a des endroits quand même où les femmes aussi sont posées en gardiennes de cette autorité masculine-là aussi, et dans lesquelles elles ont du mal à se sortir de ce rôle-là. Donc je pense qu'il y a, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels certaines femmes peuvent ressentir le besoin qu'on les y autorise, que ce soit une autorité masculine qui leur dise vas-y,
fais-moi descendre de mon piédestal. Ça demande beaucoup de courage de dire fais-moi descendre de mon piédestal. Et puis il y a d'autres endroits dans lesquels tout simplement les femmes peuvent et doivent s'approprier totalement leurs paroles. Donc je pense que c'est assez nuancé. Et peut-être aussi pour compléter ce que vous venez de dire, ça se lit aussi comme un conte. C'est-à-dire qu'on peut se dire que ce livre-là est un livre de contes, au même titre que les contes des Mille et une nuits, en fait, que c'est une grande inspiration des contes des Mille et une nuits, et que dans un conte, on peut avoir des personnages plus complaisants, et c'est peut-être en tout cas c'est certainement le cas de ce maître-là, qui est une figure vraiment très éclairée, qui est presque une figure qui est presque un féministe, quoi. Et puis même, c'est le plus beau compliment qu'il puisse avoir. Nous le rend sympathique et nous le rend peut-être pas si réaliste que ça, mais parce que si on accepte que ce soit du réalisme magique, ça peut aussi répondre du coup à votre réponse, Monique, et qui permet de, oui, effectivement, toujours être attentif Tout à fait. à cette question-là. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Ou intervention, peu importe. On peut parler d'un autre livre, et on en a eu une discussion auparavant au téléphone, parce que vous ne le connaissiez pas. Et en fait, j'ai cru que vous vous étiez fortement inspiré de ce livre-là, qui est une bande dessinée qui s'appelle Habibi, de Craig Thompson. C'est une BD qui en son temps est vraiment un grand succès, mais dans le milieu de la bande dessinée. Donc voilà, du coup, souvent la bande dessinée n'est lue que dans le cercle de la bande dessinée. De même que la romancière dont vous avez parlé... Madeleine Miller. Non, d'Heroic Fantasy. Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, voilà. Qui a quand même failli obtenir le prix Nobel. Elle était nobélisable, hein, Ursula Le Guin. C'est vraiment une des grandes figures de la science-fiction américaine, en fait. Et du coup, elle a quand même failli avoir le... Enfin voilà, ça aurait été mieux qu'elle ait le prix Nobel, oui, ça c'est sûr. Elle ne l'a pas eu, mais elle faisait partie vraiment des auteurs phares. Je pense qu'elle est morte un peu avant du coup de l'obtenir. Et cette BD dont je vous recommande vraiment la lecture, Habibi, c'est une BD d'un Américain, Craig Thompson, qui s'était vraiment fait connaître par une précédente BD dans laquelle il parlait de la manière dont ses parents lui ont enseigné la religion catholique. Donc c'est quelqu'un qui est empreint de religion catholique, et ses parents étaient plutôt des extrémistes, en fait. Et lui, soudain, s'est interrogé sur l'islam, et il a voulu se plonger dans la religion musulmane. Et en se plongeant dans la religion musulmane, il a réalisé ce livre-là, qui est une lecture des contes des Mille et une nuits. Il s'est imprégné du Coran et qu'il en a restitué toute la calligraphie, en fait. Et donc il a appris la calligraphie arabe, et c'est juste merveilleux comment quelqu'un qui vient d'une religion. Bon, mais c'est le monothéisme, donc tout ça est assez proche. Ce sont des religions du livre. Comment soudain il s'est épris d'une autre religion. Il en a fait ce livre-là qui est merveilleux. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent entre votre livre et celui-ci. Parce que ce que vous nous restituez là, c'est aussi tout un univers. Et ça me touche beaucoup que le mien vous ait fait penser à celui-là, et aux Mille et une nuits aussi, parce que les Mille et une nuits, c'est un livre que j'ai énormément lu. J'ai lu tous les volumes, et ce qui me frappait à chaque fois dans les Mille et une nuits, donc peut-être que le mien s'en est inspiré, mais il prend aussi le contre-pied, c'est que les femmes étaient souvent les créatures convoitées, trop belles, beaucoup trop belles, donc beaucoup trop convoitées, un peu encombrées par leur beauté, leur corps, etc. Et c'était vraiment une envie de prendre le contre-pied. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ? Alors, c'est aussi ma prochaine lecture. Alors,
au cas où quelqu'un voudrait réfléchir à une question, je profite pour glisser un petit mot sur la suite de la soirée. Les Nocturnes féministes, la plupart du temps, se terminent par une séance de projection au cinéma des Carmes. Donc à 21h30, vous pouvez découvrir au Carmes le film La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui est un thriller sur l'enquête d'un policier acharné sur un féminicide. Donc si vous voulez finir la soirée au Carmes, vous êtes les bienvenus évidemment. Est-ce que, entre-temps, quelqu'un aurait envie de réagir? Ou on passe à la séance de dédicace, comme vous voulez? Ben, dédicace alors. Merci encore à Toufat Moutar pour son intervention. Merci. Et merci à vous. Merci à Dominique Janvray qui s'est prêté à l'exercice pour la première fois avec le FRAC de l'animation, d'avoir si bien animé. Merci à vous.